Montréal pue. Rémi Villemure. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. Richard Martineau. Ouais, que ça pue. On veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. La rencontre Villemure-Martineau. Mais tu veux nous parler du rapport Dubreuil. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Ben, Benoît Dubreuil, c'est le commissaire à la langue française. Je précise tout de suite, je le reçois tantôt d'ailleurs à l'émission. C'est pas un chroniqueur de Québécois, c'est pas un chroniqueur de droite, c'est un gars qui a un doctorat, je pense même qu'il y en a 2. Il occupe une fonction non partisane. C'est pas un militant? Ben, s'il y a une carte de membre, je sais pas si c'est un gars qui a un mandat non partisan. C'est quelqu'un qui a le mandat de documenter les dynamiques linguistiques au Québec. Il vient de publier 2 études, c'était hier, et là, des recommandations aujourd'hui. Et pour moi, on en parle tantôt avec lui, c'est dévastateur. C'est dévastateur ce qui est là-dedans, puis j'espère qu'on va en reparler la semaine prochaine, puis la semaine d'après, parce que ce qu'il a fait, lui, c'est il a observé ce qui se passe dans les écoles. Et il s'est rendu compte de quoi? Ben, que les immigrants ou les de première génération, de deuxième génération et parfois même de troisième génération traînent entre eux. Et de l'autre côté, il y a les KEBS. Et les KEBS, on se rappelle, la fameuse chronique de Jean-François Lisée, c'est une expression qui est utilisée par les Québécois issus de l'immigration. Parfois, c'est pas de façon méprisante, mais c'est toujours pour désigner... il y a les Québécois, ça, c'est la promesse. On devient tous Québécois. Et à l'intérieur des Québécois, il y a les immigrants puis il y a les KEBS. Et dans son rapport, donc, il documente le fait que tout le monde traîne avec comme ça, entre nous autres, pour plusieurs raisons. Les parents, par exemple, des immigrants sont plus exigeants, donc demandent aux enfants de ne pas sortir le soir, de rester à la maison. Et là, ben, tu peux pas vraiment t'intégrer avec Kevin. Kevin, lui, a le droit d'aller au parc. Fait que non, on se réunit à la maison. Tu vois, c'est assez original. C'est ça un chercheur. C'est ça que ça fait. C'est que ça fouille. Et il cite aussi, il rencontre, dans les études qui ont été mises en perspective, il y avait des témoignages de toutes sortes de jeunes. Je vais te lire un extrait. Donc ça, c'est un extrait du rapport. En contrepartie, un bon nombre de jeunes issus de l'immigration semblent avoir acquis une image peu flatteuse des Québécois francophones qu'ils n'hésitent pas à qualifier d'ignorants, d'intolérants ou d'hypocrites. Cette image coïncide souvent avec une politisation de l'identité québécoise qui est associée à des positions politiques sur la langue, la laïcité ou la souveraineté du Québec et qui agit comme repoussoir. Ben ça, c'est des témoignages qu'il a recueillis. Jusqu'où c'est représentatif, d'une tendance lourde chez tous les immigrants? Ben, lui, il dit que c'est une tendance. Okay. Il dit que ça représente pas ça représente pas tous les immigrants, mais il y a un problème. Il y a véritablement un problème. Quand il dit qu'il y a un enjeu de mixité, c'est que oui, de façon importante, on a des gens qui ne décident pas de se mélanger. Ils décident de s'en tenir à une identité qui n'est pas celle de « on est tous Québécois ». Et ce qu'il dit aussi, c'est qu'ils peuvent fonctionner en français. À l'école, c'est en français. Au travail, ils peuvent parler français. Mais dans la sphère privée, c'est l'anglais. Oui, de plus en plus, y compris chez les immigrants de troisième génération. La troisième génération, ça commence à faire un moment que tu es là. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont capables de fonctionner en français. Ouais, mais la bonne nouvelle, ils sont capables de fonctionner en français au travail, à l'école. Ça, c'est la bonne nouvelle. J'essaie de m'accrocher. Ah oui, mais tu fais bien de t'accrocher, sauf que tu t'accroches, tu vas peut-être tomber, mon vieux, parce que tu t'accroches pas bien fort. Non, mais c'est parce qu'il n'y a pas grand-chose à quoi s'accrocher. Tu sais, le débat autour du français a été réduit à la connaissance du français. Est-ce que tu sais parler français ou pas? Mais moi, je suis désolé, là. Mais dans une société de 9 millions de personnes, sur un continent qui est hostile au français, je veux pas que les gens sachent parler français. Je veux qu'ils vivent en français. Je veux qu'ils rient en français. Je veux qu'ils fassent l'amour en français. Je veux que ça soit la langue de vie, pas juste une langue. Lui, il dit langue scolaire. Est-ce qu'il connaît c'est qui Véronique Cloutier? Est-ce qu'il connaît c'est qui, je sais pas, Guillaume Lepage? Ou même Lou Adrienne Cassidy. Ben oui. OK? C'est-à-dire, ça va pas juste... Tu n'es pas obligé de savoir c'est qui Véronique Cloutier ou Jeannette Bertrand, là. Lou Adrienne Cassidy. Les chanteurs d'aujourd'hui, vers le noir. Bon, alors, c'est un problème parce que depuis tant d'années, on a raté la cible, Richard. On faisait juste dire, est-ce qu'il y a une progression de la connaissance du français? C'est stable. Bon, ben on n'en parle plus. Ben non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que les gens, il faut qu'ils parlent en français à la maison. Il ne faut pas les forcer à le faire. Je suis pas en train... Comprenez-moi bien. Je veux pas envoyer une police de la langue chez le monde. Mais dans l'idéal, j'aimerais ça que ce soit une langue que l'on parle et que l'on vive et que l'on célèbre. C'est ça une société. Quand tu t'en vas en Angleterre, les gens, ils parlent anglais dehors puis à la maison. Quand tu t'en vas en Russie, ils parlent dehors et à la maison. Quand tu t'en vas en Chine, j'ai-tu besoin de continuer, là? Au Québec, par contre, c'est différent. C'est différent. On se contente juste de... Es-tu capable de parler français? Puis souvent, c'est de l'autodéclaration. Tu as le téléphone qui sonne. Sais-tu parler français? Oui. Puis là, mettons là, moi, je m'en vais là, avec Sophie, on décide de prendre notre retraite à Tokyo.
parce qu'on tripe sur le Japon. Puis là, on va vivre au Japon. Je vais apprendre le japonais pour parler avec les Japonais, puis tout ça. Mais rendu chez nous, je parlerai pas en japonais avec Sophie. Ouais, les snowbirds, c'est ça un peu aussi. Ben oui, je veux dire, en Floride, t'as des petites... Les Québécois se tiennent un peu ensemble. Oui. Si vous voulez bien, les amis, on va comparer des affaires qui se comparent. OK? Fait qu'on va pas comparer le Québec au Japon, parce que le Japon, il n'y a pas de danger que les Japonais parlent plus japonais. Puis les snowbirds, c'est encore plus flagrant. Non, mais ce que je veux dire, dans ma vie privée, là-bas, quand je vais au Japon, avec mes proches, avec mes enfants, avec ma femme, on parlait français. Je ne parlais pas japonais. Oui, sauf que la dynamique linguistique n'est pas la même. C'est-à-dire que le fait que tu parles français avec Sophie au Japon, ça fait pas en sorte que dans la vie de tous les jours, il y a des moments où tu parles français plutôt que japonais. Alors que si tu parles une autre langue que le français à la maison, peut-être que tu parles une autre langue avec tes amis aussi. Hein? Puis encore une fois, je veux pas qu'on force les gens à parler en français avec leurs amis. De toute façon, c'est pas légal de faire ça. D'accord? Mais ça veut dire quelque chose quand vous parlez pas français à la maison. Ça veut dire que vous parlez peut-être moins français qu'on le voudrait. Puis c'est pas parce qu'on veut vous forcer à parler français, c'est qu'on aimerait survivre comme nation majoritairement francophone. C'est un beau projet, ça, la vie. C'est-à-dire, ils consomment leur culture surtout en anglais. Oui, oui. Ils lisent les journaux anglais, regardent les médias anglais. Puis tu sais, souvent, je m'excuse, mais tu vas dans des quartiers qui est fortement émigrés, là, Ville-Saint-Laurent, etc., là, puis tu vois sur des balcons, ils ont des antennes satellites, puis tu peux soupçonner qu'ils regardent la télévision de leur pays d'origine. Ouais. J'ai rien contre, c'est correct, ils peuvent s'ennuyer de leur pays d'origine, mais ce serait le fun qu'ils soient branchés sur, sur le Québec aussi. Puis le danger, Richard, c'est que prises une par une, ces données-là sont pas à chaque fois problématiques. C'est quand elles se mêlent toutes ensemble. Le fait, par exemple, qu'il y ait beaucoup d'immigrants qui restent branchés sur leur société d'accueil, pour moi, c'est pas un problème. Par contre, c'est un problème s'ils traînent pas avec des kebs à l'école. Je suis désolé, mais là, c'est que la promesse de l'immigration fonctionne pas. Si le monde se mélange pas, on n'arrêtait pas de nous dire, OK, c'est beau, avec les parents, ça va être un peu compliqué l'intégration, ils ont 50 ans, mais les jeunes, au moins. Mais le rapport nous dit que c'est plus compliqué que ça. Finalement, que la promesse n'est peut-être pas réalisée, le vœu n'est pas exaucé encore. Deuxième sujet, est-ce qu'une femme voilée de la tête aux pieds est une femme ordinaire? C'est-à-dire, on a le droit de soupçonner qu'une femme qui est voilée de la tête aux pieds, elle est, au point de vue de la religion, est assez crinquée. Elle est assez crinquée. En tout cas, c'est parce que ça part de... J'explique un peu le concept, là, c'est que le contexte, il y a une chaîne, une page Facebook qui s'appelle Québec Fier, sur laquelle beaucoup de gens partagent des photos de femmes qui portent le voile de la tête aux pieds, qui sont à l'épicerie. On voit juste leurs yeux, par exemple. Ils dénoncent ça. On a le droit de dire ça, ça fait pas partie de notre façon de vivre. Je pense qu'on a le droit de dire ça, effectivement. Ça fait pas partie de notre façon de vivre. Pour encore combien de temps, je sais pas, Richard. On a le droit de dire ça, mais pour le moment, on a le droit. Et là, ça serait raciste de publier une photo de même? Selon Stephen Brown, qui est du Conseil national des musulmans du Canada, oui, c'est en fait non seulement raciste, mais c'est de l'ostracisation. Et en plus, il dit, cette femme-là, elle est québécoise comme tout le monde, elle fait son épicerie comme tout le monde. Et là, tu as envie de te dire, c'est ça la femme ordinaire, québécoise. Moi, je pensais que c'était une femme qui s'exprimait, qui portait ce qu'elle voulait porter, qui riait, qui avait une personnalité dont on pouvait voir plus que les yeux. On pouvait peut-être même voir sa bouche, ses dents, ses cheveux. Moi, je pensais que c'était ça, la femme québécoise ordinaire. On n'a pas le droit d'être choqué. Non, plus maintenant. Non, moi, je pense qu'on doit revendiquer le droit de très mal à l'aise quand on voit ça. Quand je vais à Carrefour Laval, puis c'est la 4e femme comme ça que je vois là, en 1 heure, là, je me dis, ça me choque. Ouais, désolé. Est-ce que je dois préciser aussi qu'en ce moment, je parle au nom de beaucoup de femmes aussi, en passant. Il y a beaucoup de femmes qui pensent ce que je pense. Pas un gars qui s'en vient dire aux filles de comment s'habiller. Je suis en train de faire exactement le contraire. Je suis en train de dire, faites ce que vous voulez. Mais il y en a qui font pas ce qu'elles veulent, visiblement. Si dans cette communauté-là, je sais pas de quelle communauté elle est, mais si les hommes aussi portaient des burqas, je dirais, OK, c'est les hommes puis les femmes, c'est comme ça. Mais là, c'est rien que les femmes. J'ai le droit de dire, ça n'a pas de Christy de bon sens. Et c'est une drôle de coïncidence que ce sont toujours les femmes qui écopent. C'est bizarre, c'est bizarre. C'est bien fait, les religions, pareil. Hein? Ouais. Non, mais une femme ordinaire, pour moi, au Québec, c'est une femme qui a tous ses droits. Puis j'ai le droit de dire, mettons, 3 chrétiens, 3 catholiques. Il y en a un, il n'y a aucun signe sur lui. L'autre, il y a une petite croix dans le cou. Puis l'autre a une sacrée grosse croix. J'ai le droit de dire que le 3e est pas mal plus crinqué que le 2e, qui est plus crinqué que le 1er. J'ai le droit de dire, plus tu mets de l'accent sur ton signe ostentatoire,
plus t'es crinqué et plus t'es radicalisé. Je suis désolé. Mais est-ce que c'est ce qu'on appelle un ordre de grandeur? C'est pas ça? OK, parfait. Moi, j'y crois aussi à cette théorie-là. Ça s'appelle le gros bon sens. Je sais que maintenant, on peut dire ça. Donc, tantôt... Benoît Dubreuil, le commissaire à la langue française, à 18h. On parle également avec Maria Mourani. Écoute, j'arrête pas de lire dans les journaux que des adolescents commettent des crimes. Il y a un jeune de 14 ans qui a tué sa grand-mère avec une hache. Donc, elle est criminologue. Elle va venir nous expliquer est-ce qu'il y en a de plus en plus des crimes. Et est-ce qu'on devrait leur donner des peines pour adultes? Ben, je pense que ça commence à être un sujet, en tout cas, parce qu'on estime, en tout cas, quand on veut juger, c'est est-ce qu'il a pensé comme un adulte ou pas. Mais si on dit qu'il était immature, mais que tu as quand même tué quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis le crime organisé, c'est fort bien. Les gens du crime organisé, ils sous-traitent avec des mineurs en disant cette personne-là va avoir une petite peine légère, va sortir après 6 mois. C'est malheureux, ouais. Malheureusement, donc on t'écoute bien sûr dès 18h au 99.5. Salut.